Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Marion, bonjour Mélissandre, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. En plus, vous êtes ma première double interview, donc c'est une première pour moi et je suis vraiment ravie de partager ce moment-là avec vous. Bienvenue. Bonjour Cécile, merci. Du coup, alors pour démarrer comme à chaque épisode, j'explique toujours un petit peu d'où on se connaît, par quel biais, puisque Un pour tous, tous coachés est aussi un podcast de réseau. Donc, on a eu l'occasion, j'ai d'abord rencontré Marion il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois, pour faire connaissance dans le cadre professionnel. Je suis venue vous voir dans les locaux de Hardis et c'est une des rares sociétés où je suis rentrée en mettant le pied à l'accueil et en me disant « Waouh, il y a la qualité de vie au travail, elle prend tout son sens. » En quelques secondes, ça se sentait que c'était dans une structure où la qualité de vie au travail n'était pas juste sur papier, c'était vraiment, ça se ressentait, ça transpirait dans ce que j'avais pu ressentir dès le début. Et puis on a gardé contact. Ensuite, il y a Mélissandre qui est arrivée dans la structure. Vous allez nous expliquer un petit peu aussi votre parcours à chacune. Et là, ça a pris encore plus son sens. Donc du coup, à deux, pour pouvoir nous parler un petit peu de ce sujet-là, de la qualité de vie au travail qui vous plaît, qui vous intéresse et puis qui prend vraiment tout son sens dans la structure où vous êtes. Voilà, en mini-introduction. Voilà, je vais faire en sorte de gérer au mieux le temps de parole. Je sais que vous avez préparé aussi l'interview en amont, donc je pense qu'on va pouvoir justement passer un très bon moment ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en complément? Alors, je ne sais pas qui souhaite démarrer, sur qui vous êtes, d'où vous venez, qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur vous. Écoute Mélissandre, vas-y. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cécile pour cette invitation. De mon côté, j'ai rejoint Hardis assez récemment, c'était en avril dernier, donc en plein confinement, mais j'ai effectivement été très très bien intégrée et j'ai moi-même ressenti l'ambition qu'avait Hardis en termes de qualité de vie au travail, même quand on était à distance. J'ai rejoint le groupe en étant du coup responsable RH pour l'agence de Lyon. Je m'occupe également de la marque employeur et des partenariats écoles au niveau du groupe. Le secteur du coup de l'informatique est tout nouveau pour moi parce que précédemment j'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier commercial et de l'agroalimentaire. Donc c'était un petit challenge au début, mais en tout cas c'est un très beau secteur qui bouge beaucoup et donc on s'éclate bien. Merci Mélissandre. Marion? Alors oui, donc moi, j'ai rejoint Hardis il y a bientôt 4 ans au poste de chargé de recrutement et relations écoles et gestion de l'intégration. En fait, mon périmètre, c'est la recherche de candidats jusqu'à la validation de 2 périodes d'essai. Et c'est là ensuite que Mélissandre reprend la suite de tout ce qui est suivi d'évolution, formation et autres. J'étais avant déjà dans le recrutement, mais pas forcément dans l'informatique, en tout cas pas sur des métiers techniques. J'étais dans une société de conseil où je recrutais plutôt des chefs de projet, directeurs de projet, des postes de management. Et avant ça, en cabinet de recrutement avec du CDI, CDD et aussi de l'intérim. Donc, je baigne dans le recrutement depuis, ça fait mal à dire, mais depuis un peu plus de 10 ans. Voilà. Et j'aime toujours autant ça. Donc voilà, pareil, je me sens très bien chez Hardis. C'est une société dans laquelle je me sens pleinement épanouie et bien intégrée, avec des managers qui sont bienveillants, avec une équipe de collaborateurs qu'on croise assez peu en ce moment malheureusement, mais qu'on a toujours plaisir à croiser dans les locaux. Donc voilà, un poste qui me plaît à 100%. Voilà. 10 ans de recrutement. Bravo. Merci. Un beau chiffre rond. On a du coup préparé en amont puisque vous avez accepté d'être interviewé par mes étudiants il y a quelques semaines et justement vous avez mis en avant toute la partie onboarding, qualité de vie au travail, notamment en période de confinement et Dieu sait si c'est un sujet qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup de services RH sur comment est-ce qu'on peut faire pour allier qualité de vie au travail tout en étant à distance. Et j'ai envie de démarrer par c'est quoi la QVT pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? Alors, pour commencer, à mon sens, il n'y a pas forcément qu'une qualité de vie au travail, mais plusieurs.
en fait, elle va, selon moi, dépendre de la perception de chaque individu. Finalement, dans un même cadre de travail, des personnes pourront avoir des perceptions différentes de leur qualité de vie au travail. Ça va aussi dépendre du coup de la culture de l'entreprise. Et finalement, la qualité de vie au travail, elle se passe effectivement dans le travail, mais elle se passe aussi en dehors. Parce que finalement, un salarié qui vit loin de son lieu de travail aura une qualité de travail a priori moins bonne, ou en tout cas différente, que celui qui habite juste en face. Et quand on travaille dans une société de service où en fait les salariés sont amenés à changer de client et potentiellement changer aussi de lieu de travail, et ben elle évolue tout le temps finalement cette qualité du lieu de travail en fonction de là où ils travaillent chez le client quand c'est le cas. Même si de notre côté, en fait, on a quand même beaucoup de nos collaborateurs qui travaillent dans les locaux d'Ardis. Enfin, pas vraiment en ce moment, puisqu'on est quand même majoritairement en télétravail. Il y a quand même des choses qui finalement sont, à mon sens, sont clés et sont en tout cas à la base d'une bonne qualité du travail. Les interactions humaines, et là c'est vrai que c'est un sujet qui est important et qui est un vrai sujet en ce moment, sur comment on recrée ces interactions humaines alors qu'on est quasiment tous à distance. Ça va être aussi le degré de participation, le rôle dans le collectif, le soutien de ses pairs et de ses managers. Selon moi, c'est des éléments qui sont indispensables à une bonne qualité du travail. Après, je dirais que le dernier facteur, ça concernerait le contenu du travail, l'autonomie qu'on va potentiellement qu'on va donner aux salariés, le fait qu'ils apprennent quotidiennement, surtout dans nos métiers qui évoluent vraiment très souvent avec tout le temps de nouvelles technologies. C'est un levier de motivation très, très fort pour nos collaborateurs. Et pour finir, je pense qu'à chaque moment de sa carrière dans la vie d'entreprise et la qualité de vie d'un collaborateur dans son travail, ça va être d'avoir une vision globale et pas seulement d'une tâche en particulier. C'est assez holistique, en tout cas qui se décline dans un peu toutes les sphères, aussi bien perso que pro, et qu'on retrouve notamment dans toute la carrière du collaborateur au sein d'une entreprise. Ok. Comment elle se décline du coup ces différentes qualités de vie, si je reprends le pluriel du coup, ces différentes qualités de vie à Ardis, comment est-ce que ça se traduit? Et ben, en fait, pour ça, je suis allée directement sur Glassdoor. Alors, Glassdoor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le TripAdvisor de l'emploi. C'est un site de notation d'entreprise. C'est un site où les salariés eux-mêmes peuvent noter leurs entreprises, expliquer comment ils se sentent dans cette entreprise-là. C'est des commentaires qui sont complètement anonymes et qui, pour nous, sont un très bon indicateur pour savoir comment les employés eux-mêmes se sentent en fait dans Chardis. Et pour vous donner quelques citations de qu'est-ce que ça veut dire concrètement chez nous. Par exemple, on a un collaborateur qui avait indiqué que chez Ardis, il y avait une coopération entre les collaborateurs et les services, que c'était rare d'avoir ce niveau de communication transparente. Ça, c'est important chez nous. C'est vrai que durant la crise du coronavirus, on a eu beaucoup d'interventions de notre équipe de management. Et ce qui était assez intéressant pour moi, notamment quand je suis arrivée dans la société, c'est qu'on avait un espace de chat où les collaborateurs pouvaient spontanément poser des questions au COMEX. Ces questions n'étaient absolument pas filtrées. Il y avait des petites blagues qui étaient faites même à notre PDG. Et en tout cas, c'était un élément assez fort, je trouve, de notre culture. Ce qui est dit aussi de notre société sur Glassdoor, c'est que du directeur aux opérationnels, il y a globalement des échanges constructifs et autour de l'humain. Que les équipes, il y a une vraie notion de convivialité. Il y a une bonne ambiance globalement chez Ardis, en tout cas des choses qui ressortent. Et l'élément aussi qui est important, c'est que globalement les salariés ont le sentiment qu'il y a un bon équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. Et ça se traduit par le fait que si on met une réunion à 18h30, et en fait on va s'excuser, on va dire tu es sûr que ça ne te dérange pas. Des petites choses un peu concrètes, si on a besoin parce qu'on a un rendez-vous médical pour son enfant de s'absenter un peu plus tôt, en fait c'est jamais un problème. Donc, en tout cas, c'est des choses vraiment qui sont assez fortes dans notre société. Et pour finir, je dirais qu'il y a une vraie proximité des managers, il y a une écoute et en tout cas, il y a vraiment cette culture de la bienveillance. Et ça se traduit concrètement avec ces fameux commentaires sur Glassdoor, avec le retour que vous pouvez en faire et des témoignages du coup qui sont anonymes, donc forcément, effectivement, normalement, retranscrivent bien le quotidien des salariés. Super. Donc de la transparence, le côté humain, et puis du coup pouvoir équilibrer cette vie perso, vie pro en fonction des impératifs qu'on peut avoir en tant que salarié. Ok. Vous nous avez déjà donné là quelques infos concrètes de comment ça se traduit sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez envie de partager comme truc astuce, comme exemple concret justement que vous avez pu mettre en place dans votre entreprise ou justement sur l'agence notamment de Lyon? Alors, si je peux parler peut-être de la façon dont on intègre les collaborateurs, peut-être pour commencer. Parce que c'est vrai que pour moi, l'activité, elle démarre même avant l'arrivée dans l'entreprise.
Alors déjà, la personne est suivie de son recrutement jusqu'à sa fin de période d'essai et même au-delà, puisque Mélissandre et les autres responsables RH des autres sites font systématiquement des entretiens de sortie pour comprendre pour quelles raisons la personne est partie et quelles sont les remises en question qu'on peut avoir sur nos pratiques, sur notre fonctionnement, justement, pour retenir des leçons finalement de ces départs. Ensuite, donc, il y a un suivi qui est fait de manière très proche pendant la période d'essai par l'équipe recrutement et par les managers. Puis ensuite, une fois à l'intégration dans l'entreprise, on organise pas mal de choses en fait pour faire en sorte de communiquer les uns des autres. Alors encore dans cette période Covid, on organise par exemple des after-work assez régulièrement. Alors habituellement au Ninkasi ou dans un bar proche des locaux. Et puis là maintenant, on a continué de le faire à distance, ce qui convient à certaines personnes qui sont seules chez elles, ce qui convient à moins à d'autres qui n'ont pas envie de rester encore derrière leur écran après leur travail. Donc c'est pas forcément le même public qui assiste à ce type d'after-work, mais c'est vraiment des échanges conviviaux informels dans lesquels on ne parle absolument pas de professionnels. On est à côté du parc de Gerland, donc on a la possibilité de faire du sport entre midi et deux en contexte habituel, avec des douches à disposition. On met en place des soirées d'agence. Alors, on a par exemple fait des soirées, une fois de plus, qui n'étaient pas autour du professionnel. Il y a des réunions d'agence qui se font plusieurs fois dans l'année pour faire de la descente d'informations, pour tenir au courant les collaborateurs des évolutions du groupe, des perspectives business et autres. Mais il y a aussi au-delà de ça des événements plutôt after work et réunions d'agence, enfin soirées d'agence, où on va proposer. Alors on avait fait par exemple une soirée de dégustation de vin. On a fait une soirée autour des talents en termes artistiques de nos collaborateurs où on proposait en fait d'utiliser en fait une toile et de la peinture pour représenter Ardis sur cette toile. Mais c'était un travail à faire par équipe. Donc, c'était un petit peu de team building et en même temps, travailler sur l'entreprise et ça avait énormément bien marché. Au début, tout le monde se regardait en se disant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Et puis à la fin, tout le monde s'était pris au jeu et puis ça s'était conclu ensuite par un cocktail très sympa. Voilà, ça a été plusieurs initiatives qu'on a mis en place et qu'on a hâte de pouvoir remettre en place une fois qu'on sera tous de retour sur site. En attendant, on fait avec les moyens du bord et les e-apéros et les autres événements qu'on peut mettre en place. On utilise aussi l'outil Workplace, donc ça peut être aussi un moyen pour d'autres entreprises de garder le lien, donc le réseau professionnel de Facebook, qui nous permettent du coup de garder le contact et de continuer de communiquer les uns les autres et pas forcément toujours autour d'aspects professionnels, mais plutôt voilà, pour animer tout ce qui est vie d'agence. Il y a d'autres, Mélissandre, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur nos pratiques. Ouais. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des espaces de travail qui sont pensés à notre image, qui font la part belle au collectif, au collaboratif. On a des espaces avec des canapés, quelques télés avec des informations sur le groupe. On a des espaces de pause super agréables. On a aussi des espaces de jeu où certains collaborateurs peuvent jouer soit au baby-foot, soit potentiellement à la PlayStation, parce que c'est quand même toujours aussi sympa. Même si la QVT, c'est pas que ça, mais en tout cas, c'est un vrai plus. On a aussi une grande terrasse à Lyon avec une plancha. Et je sais que c'est un petit argument de vente pour les candidats quand Marion les a au téléphone. Donc voilà, c'est des petits plus, mais qui néanmoins sont hyper importants, surtout qu'en ce moment, on se pose vraiment la question des espaces de travail par la période qu'on vit actuellement. On se rend bien compte que finalement, aller au bureau pour s'asseoir devant son écran, ça n'a plus forcément de sens. Et que maintenant, peut-être qu'aller au bureau, c'est avant tout pour collaborer de manière efficace et de manière créative avec ses collègues. Et finalement, ça pose la question de repenser nos espaces de travail. Et ça, à mon sens, c'est une réflexion qui est intéressante et qui avait déjà été menée au niveau du groupe. Ouais, donc vraiment réfléchir les petits plus qui vont faire que... Alors j'ai bien entendu aussi ce que disait Marion en amont. Donc déjà, ça commence par comprendre pourquoi les collaborateurs quittent l'entreprise et pouvoir justement être en anticipation et pouvoir proposer et ajuster. Et puis dans le processus de recrutement, déjà mettre en avant toute cette partie-là avec le candidat et ensuite l'intégrer sur la partie onboarding avec de nombreux outils, puisque j'entends à la fois des outils réseau, forcément, avec actuellement le télétravail massif, c'est un vrai plus d'avoir du workplace et d'autres outils qui permettent de faire des e-apéros ou des échanges plutôt informels, et puis aussi des bonnes pratiques sur le terrain en termes d'échanges et d'accompagnement des équipes. Super, en tout cas, c'est déjà plein de bonnes pistes que vous avez mis en place. Souvent, le baby-foot est pas mal récrié dans la QVT, mais effectivement, c'est pas que ça, mais c'est quand même sympa. Et puis d'ailleurs, sur les locaux de Lyon, vous êtes vraiment dans des espaces où il y a le côté vitré, le côté collaboratif, le côté un peu bulle de travail, tout en étant très libre dans les mouvements. En tout cas, c'est ce que moi, j'en ai retenu. Je suis venue qu'une fois dans vos locaux, mais c'était assez marqué et assez feutré comme ambiance de travail, avec vraiment une bonne ambiance, le sourire qui se ressentait avec vos collaborateurs. C'était vraiment, vraiment très marqué. Ok.
Et toutes ces bonnes pratiques, du coup, qu'est-ce que vous en retirez? C'est quoi vos prochaines étapes aussi à Hardis? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une démarche d'amélioration continue, de toujours proposer plus, d'aller plus loin. Quels sont les projets du moment? C'est vrai que cette période nous a quand même fortement remis en question, mais je pense comme l'ensemble des entreprises. Déjà, la qualité de vie au travail, c'est une démarche qui est menée chez Ardis depuis un certain temps et qu'on a beaucoup remis en question parce que, par exemple, on avait lancé des espèces de boîtes à idées QVT. Très clairement, ça n'a pas forcément marché parce que les initiatives, elles viennent pas forcément par un petit papier qu'on met dans une boîte, mais elles viennent spontanément par un collaborateur qui va avoir une idée et qui va en fait la mener. Donc, il y a eu des petites choses qui ont été initiées. Il y a aussi effectivement les retours des personnes qui, par exemple, qui partent de la société et qui peuvent nous donner aussi des pistes sur comment on peut s'améliorer. On est vraiment, on est dans la remise en question et on essaie toujours de trouver des nouveaux moyens pour donner envie aux collaborateurs de venir chez nous et surtout pour qu'ils y soient bien. On a pas mal d'idées au fil de l'eau qui nous sont données par nos collaborateurs eux-mêmes. Finalement, c'est quand même aujourd'hui un vrai challenge d'avoir des actions fortes en termes de qualité de vie au travail quand tout le monde est en télétravail. Ça nous pousse finalement à faire preuve de plus de créativité dans certains domaines. Donc Marion en a parlé, on a fait des e-apéros, mais où finalement au début on buvait peut-être juste une petite bière en visio et finalement on est passé à d'autres choses pour le rendre plus interactif. Donc on a fait des espèces de grands Pictionary. On a joué au jeu Among Us qui est un jeu collaboratif qui est hyper sympa à faire à distance. On a fait aussi plutôt des activités liées aussi à la parentalité. C'était important pour nous de partager aussi tout ce qui était notre vie qui n'est pas forcément que notre vie vraiment pro et aussi de partager d'autres choses parce que malgré tout quand on est en télétravail finalement il y a les enfants qui viennent parfois jeter un œil sur une visio et donc on a fait par exemple le goûter des enfants où on a lancé des visios à 16h où tout le monde pouvait venir avec son enfant s'il le voulait. Évidemment il n'y avait rien d'obligatoire mais c'était assez sympa de partager un goûter ensemble. On a fait aussi des petits challenges télétravail avec des séances de sport. Un collaborateur proposait une petite séance de sport et les autres du coup suivaient en ligne. Donc ça, c'était super sympa. Après, on a fait aussi des challenges photos lors de la Chandeleur de Noël. Donc c'est des moments aussi intéressants à partager. On est en train aussi de voir pour réaliser un escape game en ligne, gros escape game avec tous les collaborateurs. Ça, on a envie de le lancer, donc on est en train de voir comment on peut le faire. Ce qui est certain, c'est que Workplace a joué quand même un rôle assez déterminant pour maintenir le lien. C'est quand même, malgré tout, pas toujours évident parce qu'il y a certaines personnes qui, comme tu le disais Marion, passent la journée sur l'écran et n'ont pas envie de passer des moments off et vraiment, ça peut se comprendre. Donc, je pense que ce qui est primordial, c'est que personne ne se sente obligé de le faire, mais qu'en tout cas, pour ceux qui en ont envie, qu'il y ait des initiatives qui soient menées et pas forcément que par nous. Parce que là où on se rend compte aussi que ça marche très bien, c'est quand ça vient des personnes elles-mêmes qui vont avoir des idées et qui les mettent en œuvre. Super. J'ai souvenir aussi quand vous avez échangé avec mes étudiants, il y avait le comment vous avez accueilli les personnes en période Covid sur la partie onboarding. Et j'ai trouvé vraiment votre approche très complète là aussi dans l'idée de penser à tous les petits détails. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que j'ai trouvé ça vraiment très bien pensé dans toutes les étapes pour que la personne se sente vraiment intégrée. Et puis du coup, Mélissandre, vous avez été un des exemples de l'intégration en avril 2020, qui était quand même une période pas forcément facile pour intégrer des collaborateurs. Et du coup, je sais pas, peut-être Marion, il me semble que c'était vous la dernière fois qui avez pris la parole sur cet aspect-là. C'est vrai qu'il a fallu s'organiser parce que personne n'a vu le Covid arriver et donc les intégrations à distance. Donc les premières personnes qui sont arrivées chez Ardis sont arrivées à distance puisqu'on était confinés. Mais depuis, on a pu mettre en place un dispositif. Ce qui est le plus important, c'est d'arriver à garder le contact avec la personne avant son arrivée. Donc maintenant, systématiquement, le manager appelle le futur collaborateur quelques semaines avant. Alors c'est 1 ou 2 semaines avant, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il se passe pas mal de temps entre la validation de la proposition d'embauche et l'arrivée. Il peut se passer 2-3 mois. Et pendant ce laps de temps, on n'a pas forcément de raison d'aller vers le futur collaborateur, lui non plus, mis à part pour les questions administratives. Donc ça nous paraissait important que la personne se sente désirée et en tout cas attendue et que le manager lui fasse savoir que tout était mis en place pour son arrivée. Donc il y a déjà cette chose qu'on a mis en place depuis l'épisode Covid finalement, depuis début d'année 2020. On a ensuite essayé de renforcer en fait les rôles qu'on avait mis en place, donc notamment le rôle du parrain ou de la marraine, qui est en fait un rôle que n'importe quelle personne chez Ardis peut avoir. Ça peut être quelqu'un qui est dans la même équipe, comme ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément de lien direct avec le futur collaborateur, mais qui sera disponible pour répondre à toutes les questions que pourrait avoir le nouveau collaborateur dès son arrivée. Toutes les questions auxquelles on ne sait pas à qui s'adresser
redresser. Donc, il y a ce rôle-là, en fait, qui est vraiment déterminant et on s'appuie sur des parrains et des marraines qui se sentent investis et qui font en sorte de bien intégrer les collaborateurs parce que leur rôle premier, c'est de faciliter l'intégration des nouveaux et notamment à distance. Et puis ensuite aussi les people leaders. Donc, ce sont en fait des référents RH qui jouent en fait un rôle de relais vis-à-vis des managers pour gérer les collaborateurs de manière qualitative et donc qui, du coup, à distance, prennent des contacts réguliers et vont s'assurer que tout se passe bien avec le nouvel arrivant. On fait en sorte maintenant de les intégrer sur site. Alors, on n'a pas encore l'autorisation de revenir à 100% sur site, mais au moins le premier jour, de les accueillir en présentiel, d'organiser leur présence avec justement leurs parents ou marraines, leurs people leaders, leurs managers, qui puissent croiser un maximum de monde pour leur premier jour, parce que c'est assez triste de faire son premier jour derrière son écran. On leur remet leurs goodies. Là, je souris parce qu'en fait, il y en a certains qui sont arrivés pendant le confinement qui ne les ont pas eus et qui m'ont dit 6 mois plus tard, Marion, moi, c'est super, tout se passe bien. Par contre, j'ai pas eu mon petit sac de goodies, je suis un peu déçue. Donc, voilà, pour les prochains, on fait attention. Donc, un petit sac dans lequel on leur met un mug, une bouteille, un bloc-notes, une petite balle anti-stress, voilà, 2-3 petites choses qui font que voilà, c'est leur petit sac personnalisé et qu'ils se sentent bien intégrés. On met en place des points plus réguliers avec leur équipe. On essaye aussi d'instaurer des points informels parce que finalement, la difficulté d'une intégration à distance, c'est que, OK, on est dans une équipe, on est dans un projet, on a un manager, mais on est là pour travailler et on n'a pas forcément de moyens de connaître nos collègues au-delà. Donc, on travaille là-dessus, d'essayer de faire en sorte de faire des petites intégrations par équipe, d'être présenté à tout le monde et qu'il y ait un maximum de contacts informels. C'est vraiment pas évident, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. On essaie aussi de faire en sorte que le matériel soit livré dans les temps au domicile parce que, en ce moment, comme on a peu de visibilité sur la suite, on fait livrer le matériel chez le collaborateur et ensuite on lui donne rendez-vous à l'agence pour être sûr que si jamais on est confiné, qu'il puisse quand même démarrer. Puis après, oui, l'intégration dans un maximum d'événements, des conférences techniques qui sont organisées en interne. Donc, ces personnes-là, les nouveaux arrivants sont directement intégrés dans ces conférences techniques, en tout cas ont la possibilité d'y assister s'ils le souhaitent, dans les réunions d'agence aussi, qui sont organisées par le responsable d'agence, même en amont, si on peut les inviter avant leur arrivée et qu'ils puissent participer à une première réunion d'agence avant leur intégration, c'est encore mieux. Et puis après, voilà, un maximum d'informels, notamment par le biais des after-work dont on parlait à distance. C'est vrai que c'est vraiment pas évident et on essaye d'améliorer nos pratiques au fil du temps, même si on espère tous que bientôt on pourra refaire des intégrations classiques sur site avec le tour des locaux et la poignée de main à tous les collègues et les croissants qui vont bien. Voilà. Mais en attendant, on fait comme on peut. En attendant, vous avez quand même trouvé pas mal de techniques pour justement pallier un peu à tout ça. Et puis j'entends vraiment cette notion, cette envie d'inclure, donc la notion d'inclusion aussi dans l'équipe et de manière globale pour que la personne se sente bien accueillie en prévoyant le sac de goodies pour tout le monde. Voilà. Ok, super. Merci en tout cas pour ce détail parce que c'est précis et c'est je pense, des questions qu'on se pose, notamment en service RH, même si chacun s'est adapté avec les moyens du bord et la temporalité de comment est-ce qu'on fait pour accueillir à distance des questions qu'on ne s'était pas forcément posées avant. Et c'est intéressant de voir aussi quelles techniques vous avez pu déployer et mettre en place. Et justement, quels conseils vous donneriez à des personnes, parce que dans nos auditeurs et auditrices, on a aussi des personnes qui travaillent en RH, on a des coachs, des managers, et quels conseils vous donneriez à des personnes qui voudraient justement être sensibles au onboarding et de bien préparer au mieux, en tout cas, d'être attentifs aux besoins des nouveaux entrants? Là, c'est un petit peu les éléments que je viens d'évoquer avec personnaliser au maximum l'accueil, solliciter plus de monde, arriver à mettre en place un dispositif où on prend des nouvelles régulièrement du collaborateur, où on ne le laisse pas dans son coin et où on fait des points réguliers avec lui pour s'assurer que tout va bien. Et après, ce que je rajouterais aussi, c'est que quand je suis arrivée du coup chez Ardis en full distanciel en avril dernier, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'avant mon arrivée, effectivement, moi j'ai eu des contacts avec ma manager qui m'avait aussi prévu un super planning sur les 2 semaines de mon arrivée. Donc en fait, c'est un côté très rassurant et réconfortant quand on arrive dans une nouvelle entreprise et où on ne connaît pas grand monde et où c'est encore plus difficile à distance. C'est que quelque part, on a son agenda de bien bouclé. On sait quelle personne on va rencontrer quand et donc le temps de se familiariser avec les outils, avec l'organisation, avec les personnes. Au moins, on est vraiment accompagné pendant les premiers jours et ça, c'était un vrai confort. C'est le souci du détail, j'entends dans ce que vous me dites toutes les deux, il y a vraiment cette attention portée au détail et vraiment faire en sorte que rien ne soit laissé au hasard, ou en tout cas pas sur les b.a.-ba de l'intégration, qu'on a souvent malheureusement tendance à oublier dans de nombreuses entreprises et qui font quand même toutes les différences. Ce qui fait du coup que vous avez aussi un taux de turnover qui est bien plus bas que la moyenne des ESN sur la région aussi. Ok, super.
Un pour tous, tous coachés, c'est aussi un podcast en lien avec le réseau, puisque je suis arrivée aussi par le réseau jusqu'à Marion. C'était par une de mes anciennes collègues d'Expectra, donc Annick, petit coucou aussi. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus finalement par le réseau, le bouche à oreille aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous le réseau? Comment est-ce que vous l'entretenez? Quel rapport vous avez justement à ce thème-là? C'est marrant parce qu'on en a parlé un petit peu toutes les deux juste avant avec Marion en disant que toutes les deux, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident pour nous. Voilà, on a des moyens effectivement de construire notre réseau, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose finalement de si facile, si naturel. On a quelques petits moyens, mais en tout cas, c'était plutôt intéressant d'avoir ton expérience aussi vis-à-vis du coup des podcasts réalisés sur comment entretenir son réseau pour voir un petit peu comment c'est fait. Ouais. On peut effectivement voir ce côté-là. D'accord. Ouais, donc, du coup, après, souvent, en recrutement, on parle souvent de son réseau, entretenir son réseau de candidats. C'est vrai que du coup, quand j'échange avec des personnes qui sont amenées à faire du recrutement et beaucoup de recrutement, parce qu'en IT, vous êtes clairement sur les métiers où il y a besoin de drainer du candidat et du monde. Et c'est intéressant aussi de voir comment est-ce qu'on peut entretenir son réseau de candidats. Ce serait quoi, du coup, les trucs et astuces, Marion, pour entretenir le vivier de réseau candidat? Qu'est-ce que vous mettez en place chez Ardis? Alors moi, c'est vrai que quand je pense réseau, en effet, je pense plutôt dans l'optique recrutement plus que le reste, finalement. Donc c'est vrai que c'est aussi important. C'est Partiellement, simple. objectif. Mais c'est vrai qu'on tente au maximum de garder le contact avec déjà nos anciens stagiaires, nos anciens alternants qu'on n'a pas forcément l'occasion d'embaucher ou alors qui étaient en stage de 3e, 4e année et qui ont encore des études à poursuivre, que ce soit par le biais de messages de bonne année ou alors un petit coup de téléphone de temps en temps pour savoir si ils sont en recherche d'un stage sur l'année suivante et si on peut avoir des choses pour eux. Donc ça, c'est vrai que c'est des initiatives qu'on aime bien avoir, que ce soit avec donc, les anciens stagiaires alternants, mais aussi des anciens candidats avec lesquels on n'aurait pas eu l'occasion de travailler pour X ou Y raison, mais qui nous ont beaucoup plu et avec lesquels on garde contact. Et c'est pas rare d'ailleurs qu'on arrive à concrétiser une embauche avec une personne avec laquelle on était en contact 2 ans auparavant. Donc ça, c'est toujours réjouissant de se dire qu'on n'entretient pas le réseau pour rien et qu'on arrive quand même à avoir des réussites grâce à ça. Après, il y a aussi le réseau d'anciens collaborateurs parce que chez Ardis, il y a quelques beaux exemples de collaborateurs qui sont partis il y a déjà plusieurs années et puis qui sont revenus 3-4 ans plus tard. On avait réussi à garder le contact, pas forcément par mon intermédiaire, ça peut être le manager, ça peut être d'anciens collègues, mais en tout cas, il y a un lien qui était resté. C'est vrai que ça, c'est encore mieux parce que du coup, on se dit, bah, super, ils sont allés voir ce qui se passe ailleurs, mais ils ont quand même eu envie de revenir chez nous. Donc, ça fait plaisir et on se dit que malgré tout, le réseau est très important et c'est bien de garder contact. Après, au-delà de ça, moi, j'essaie de garder le contact avec des recruteurs, alors par le biais notamment d'événements comme Lyon, auquel j'assiste chaque année par l'école du recrutement. J'ai plaisir à trouver mes anciens collègues, mais aussi à rencontrer de nouvelles personnes et puis à pouvoir échanger sur des sujets qu'on rencontre tous au quotidien et de se rassurer en se disant qu'on n'est pas les seuls à avoir ces problématiques-là et de trouver des solutions ensemble. Donc ça, c'est une conférence que j'aime bien. Après, il y a d'autres événements qui peuvent être organisés par LinkedIn, par des CVTech ou par des réseaux RH. C'est vrai que c'est pas dans un contexte à distance, c'est encore moins évident. Alors, il y a des conférences maintenant en ligne qui se font. Il y a beaucoup moins d'interaction, donc c'est en ce moment encore plus compliqué. Mais c'est vrai qu'après, le réseautage pour le réseautage, j'ai du mal si j'ai pas déjà eu un contact avec la personne avant, même si j'ai conscience que ça donne accès à pas mal d'opportunités. C'est pas évident, il faut le travailler au quotidien, il faut l'avoir sans cesse en tête et c'est tellement infini que parfois on ne sait pas vraiment par où commencer. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Mélissandre là-dessus. Cette notion effectivement de réseau, et c'est vrai que le réseau en recrutement, enfin moi c'est comme ça que j'ai commencé je pense même sans savoir que je faisais du réseau, mais à entretenir effectivement un réseau de candidats et puis après à dupliquer, et c'est par l'informatique du coup qu'on est là aussi aujourd'hui, donc comme quoi. C'est ça. Et puis nos candidats peuvent devenir nos clients aussi, donc oui. Voilà, les rôles s'inversent à un moment donné, donc c'est intéressant aussi de voir qu'on peut retrouver les personnes dans des situations complètement différentes plusieurs années plus tard. Et de se souvenir effectivement qu'on avait eu à la personne au téléphone il y a X temps et les rôles bougent et le monde est tout petit, donc c'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là. Super. Et dans les questions que j'aime bien poser aussi dans le podcast, il y a la notion d'alignement, être soi-même, donc cette notion par laquelle je suis persuadée que le onboarding et la qualité de vie au travail sont si liés, parce que si on est bien dans son entreprise, bien accueilli et qu'on s'y sent bien, ça contribue notamment à son bien-être. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être aligné ? Alors, moi quand j'entends cette question, je pense en premier à l'alignement entre le pro et le perso.
Et dans mon cas, c'est assez véridique dans le sens où en tant que recruteur, qu'on ne soit pas de pouvoir recruter dans une société, pour une société en laquelle je ne crois pas. Pour moi, c'est impossible de recruter de façon efficace si on n'est pas en phase avec les valeurs et les pratiques de l'entreprise. Et je pense d'ailleurs qu'il y a sûrement pas mal de recruteurs qui quittent leur poste parce qu'à un moment donné, ils ne s'y retrouvent plus. Ils n'arrivent plus à convaincre les candidats d'entrer dans la société. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me sens bien chez Ardis parce que je sais que je recrute pour un management bienveillant et je sais à peu près dans quoi ils vont arriver une fois intégrés dans l'entreprise. Donc, je me sens à l'aise avec ça et j'arrive à en parler. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est être en phase avec que notre métier en fait soit vraiment en phase avec notre personnalité et qu'on se sente complètement épanoui en ce sens. Je rejoins un petit peu Marion, c'est vrai que quand on est sur des métiers RH, on se doit de porter des valeurs au quotidien. En fait, on porte souvent les valeurs qui sont aussi portées par la direction. Donc, c'est important finalement que les valeurs de l'entreprise soient alignées avec les nôtres. Et c'est en ça que finalement, je pense que Marion et moi sommes bien chez Ardis. C'est qu'il y a un espèce d'alignement entre nos convictions profondes et avec ce qui est porté par la direction. Oui, c'est les valeurs dont parlait Marion qui correspondent bien aux valeurs de chacune. Super. Et quel conseil vous donneriez à nos auditeurs et auditrices pour être soi-même? Est-ce qu'il y a un conseil en particulier ou des conseils d'ailleurs, si vous en avez plusieurs, je ne vous limiterai pas. Moi, un conseil que je trouve important et que j'ai vraiment appris, qui n'était pas forcément évident à me l'appliquer au début, c'était de s'autoriser le droit à l'erreur. Ça aide à être soi-même, d'accepter qu'on peut ne pas toujours tout réussir, que parfois on a des échecs, parfois on fait des boulettes, parce qu'on est jeune, parce qu'on n'est pas dans forcément les bonnes conditions, ou juste parce que ça arrive et que c'est humain et que c'est normal. Et que quelque part, pour être soi-même, il faut aussi accepter de ne pas tout réussir. Et c'est normal et c'est pas grave. Donc, s'autoriser le droit à l'erreur. Très bien. Pour apprendre justement, oui. Ouais, ok. Et peut-être aussi pouvoir dire ce qu'on pense. Moi, je me sens pas moi-même si je me sens pas autorisée à dire ce que je pense. Donc oui, arriver à être écoutée et exprimer vraiment ce dont on a besoin et ce qu'on ressent et pas hésiter à fuir un contexte où justement on se sent pas libre de s'exprimer. Parce que c'est vrai qu'il y a des cas de figure dans lesquels on a l'impression que notre parole compte pas et qu'on n'est pas entendu. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des changements qui peuvent être souvent positifs quand on se retrouve dans des situations comme celle-là. Et pour finir, je rajouterais, et ça fait un petit peu écho à ce que tu viens de dire, Marion, c'est d'essayer au maximum de s'entourer des bonnes personnes. Je sais que de mon côté, dans mon parcours, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est que j'ai été entourée de mentors assez forts avec des personnes qui m'ont permis d'être moi-même parce qu'elles m'ont un peu poussée dans mes retranchements, poussée à exprimer ma créativité, m'ont aussi fait les retours nécessaires pour que je puisse m'améliorer sur certains éléments. Et quelque part, c'est aussi les personnes qui nous entourent et qui travaillent avec nous au quotidien qui vont nous permettre d'être nous-mêmes quand elles ont la bonne démarche bienveillante avec nous. C'est mentor et on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et le lien avec ce très bon conseil aussi de choisir les personnes qui nous entourent autant personnellement que professionnellement. Super. Et dans les ouvrages en termes de littérature, de livres ou autre, est-ce que vous avez un ouvrage à nous partager, alors soit que vous êtes en train de lire, soit que vous avez lu, soit un ouvrage qui reste sur votre table de nuit et que vous relisez régulièrement. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec nous comme ouvrage? Alors moi, je n'ai pas l'habitude de relire un livre régulièrement parce que j'ai déjà du mal à le lire sans m'endormir dessus. Donc, pour les personnes qui comme moi, s'endorment au bout de 3-4 pages le soir parce que généralement, je lis une fois couchée. Alors moi, le premier livre auquel je pense, c'est un livre que j'ai lu il y a déjà quelques temps et qui m'avait beaucoup plu, peut-être parce que j'étais dans de bonnes dispositions pour le lire, mais j'avais fait un voyage en Bretagne et j'avais lu le livre de l'affaire, c'était le mystère Henri Pic. De David Fuenkinos. Alors, j'ai pas vu le film, je sais qu'il y a un film qui est sorti depuis. J'aime pas forcément voir un film quand j'ai lu le livre parce que j'ai peur d'être déçue. Mais c'est un livre qui m'a marqué, qui n'est pas tout à fait dans le genre de livre que je lis d'habitude, mais avec une enquête de la part d'une éditrice et puis ensuite d'un critique littéraire. Ça se passait justement sur la presqu'île de Crozon en Bretagne. Il se trouve que j'y étais à ce moment-là, j'avais pris ce livre-là sans savoir que ça se passait à cet endroit-là, donc j'ai eu plaisir à redécouvrir l'histoire en étant là-bas. Et je l'ai trouvé assez facile à lire, pas trop long, avec plein d'intrigues et du suspense. Et vraiment, c'est un livre que j'ai dévoré, contrairement à certains que j'ai du mal à finir parfois parce qu'il me faut un petit peu de temps pour me remettre dans le contexte. Donc, c'est pas du tout le livre du moment, mais c'est un des premiers livres auxquels j'ai pensé avec la question. Voilà, que je conseille à lire si ça n'a pas déjà été fait. Très bien, c'est noté. En tout cas, je le mettrai en lien et avec plaisir.
Super. Et Mélissandre, du coup? Alors, moi, c'est un livre que j'ai lu pour le coup il n'y a pas très longtemps, qui effectivement n'a rien à voir avec mon métier de RH, ni avec la QVT, ni avec... mais que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Discours, Fabrice Caro, parce que c'est l'histoire en fait d'un homme qui est en repas de famille, il est désabusé, il est très cynique, et les situations familiales qu'il décrit, elles sont décrites avec tant de justesse et d'humour que ça m'a beaucoup plu, ça fait beaucoup écho aussi à des situations personnelles qu'on peut vivre quotidiennement, donc voilà, vraiment je le conseille, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, et en plus, alors pour le coup il est sorti aussi en film récemment, j'ai vu le film et je suis un peu d'accord avec Marion, moi j'ai un peu du mal à voir des films quand j'ai lu le bouquin. Ça correspond pas tout à fait à ma perception, donc j'avoue avoir été un peu déçue, mais le bouquin est très bien. Ok, donc du coup, vous inviter à lire et puis après à développer son propre imaginaire autour de la lecture pour se faire son propre univers. Et en garder un souvenir pour pouvoir en parler comme vous le faites aujourd'hui toutes les deux avec un grand sourire sur ces conseils-là. Super. Et pour terminer du coup l'enregistrement et le podcast, il y a une question que je pose aussi, c'est un thème sur lequel vous trouveriez intéressant qu'on puisse intervenir, creuser, en plus du sujet qu'on a abordé aujourd'hui, en complément sur un pour tous coachés et qui permettrait de continuer un peu les réflexions d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un thème qui vous est venu en tête? Alors moi, il y a un thème effectivement qui me semble intéressant, c'est la position en fait en tant que telle d'un RH qu'on appelle les business partners, donc une personne qui est responsable ressources humaines mais qui est intégrée au business. Et donc, finalement, ce travail d'équilibriste, il faut faire perpétuellement entre les procédures RH, les procédures juridiques, nos convictions profondes et fortes, et finalement l'ambition business qu'on peut avoir, le rythme que ça impose aussi. Et finalement, on est à la frontière de ces deux univers qui sont très connectés, mais qui parfois peuvent aussi avoir problématiques différentes. Et donc, ce positionnement-là, peut-être serait intéressant à creuser. Peut-être dans un prochain podcast. Peut-être, oui, carrément. Je pense que c'est un sujet, notamment, j'ai mis en place une communauté RH où c'est ce type de sujet dont on est amené à parler aussi sur comment on se positionne, comment on gère tel ou tel dossier en fonction de la structure dans laquelle on est, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et quelle place on trouve dans ce positionnement mi-terrain, mi-stratégique, si j'ai bien entendu l'idée. Je note. En tout cas, super idée. Super idée. Très bien. Ok. Super. Un grand merci à toutes les deux d'avoir participé à un pour tous coachés. Je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec vous et surtout sur cette première double interview. Vous aviez en plus alterné le qui disait quoi. C'était très, très chouette en termes de fluidité aussi et de rebondissement. Donc vraiment merci d'avoir passé ce temps. Avec plaisir. C'était une chouette expérience. Un bel exercice. Bel exercice. Pas évident, mais bel exercice. Super, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.